Donc la dernière fois, donc, je vous ai montré comment créer un microservice dans lequel on a respecté quelques bonnes pratiques en utilisant un connecteur REST. Parce qu'en fait, un microservice peut avoir plusieurs connecteurs. C'est-à-dire, un microservice, il est fait pour communiquer avec le monde extérieur. Et pour communiquer, donc, on peut faire la communication REST, donc ça, vous savez ce que c'est. Donc, on peut également utiliser SOAP, notamment les web services basés sur SOAP, ça c'est relativement ancien. On peut utiliser GraphQL, donc ça c'est très intéressant également à connaître. Et on peut utiliser donc gRPC, donc ça c'est des solutions que vous devrez savoir implémenter. Alors la dernière fois, donc, je me suis plutôt concentré sur la partie REST. Donc je vous rappelle que nous avons créé une entité, on a créé un microservice simple, Bank Account. Donc on avait créé donc le REST Controller. Et nous avons vu comment créer un REST Controller, ou plutôt une REST API de deux façons. Soit que vous utilisez un REST Controller, soit en utilisant Spring Data REST. OK? Donc ça, c'est quelque chose qu'on a déjà fait. Alors maintenant, ce que je vais faire, dans le même microservice, je voudrais également créer un contrôleur qui permet de communiquer avec le web service en utilisant GraphQL. Alors pour utiliser GraphQL, donc, je vous rappelle que nous avons ajouté la dépendance Spring Starter GraphQL. Elle est là. Bon, c'est une dépendance, elle est là. Donc on l'a déjà ajoutée au moment de création du projet. Et je vous rappelle que Spring, à partir de la version 2.7, donc nous avons utilisé la version 2.7.3. Donc à partir de la version 2.7, il offre un support GraphQL. Avant, ce n'était pas le cas. Ça ne veut pas dire qu'avant, on ne pouvait pas faire ça. On faisait du GraphQL avec Spring Boot, mais il fallait faire quand même pas mal de configurations, beaucoup de choses pour faire l'intégration. Mais avec Spring Boot GraphQL, vous avez un support qui permet d'intégrer GraphQL facilement. Mais il faut comprendre le concept de base. Alors pour utiliser donc Spring GraphQL, donc, vous aurez besoin de créer un schéma. Donc dans le dossier ressources, je vais créer un dossier que je vais appeler GraphQL. Alors, dans ce dossier-là, on va créer un fichier, new file, alors qu'on va appeler schema. GraphQLS. QLS. Bon, c'est un fichier texte, parce qu'en fait, pour communiquer avec un service en GraphQL, donc on a besoin de l'interface du service. Si vous vous rappelez la dernière fois avec REST, l'interface d'un service REST, c'est quoi? C'est avec le fichier JSON, comment on l'appelait? C'est OpenAPI. C'est Swagger, n'est-ce pas? Bon, c'est de la documentation. Il y a les web services SOAP, il nous faut le WSDL. Pour les services gRPC, donc il y a le protofile. Etc. Donc, à chaque fois qu'on veut accéder à un service à distance, ben, il nous faut un fichier qui permet de faire la description de l'interface du service, ce qu'on appelle l'interface remote. Alors, il se trouve qu'avec GraphQL, ben, c'est un fichier qu'il faut rédiger. Alors, comment on le rédige? Eh bien, tout simplement, on déclare des types. Alors, il y a le type query. Alors, dans le type query, on spécifie quelles sont les requêtes que vous voulez implémenter dans le service. Normalement, les requêtes, tout ce qui est la consultation. Tout ce qui est, par exemple, get, vous voulez consulter, donc on le déclare dans query. Par exemple, supposons ici, je veux un service qui permet de consulter la liste des comptes. Alors, je peux l'appeler, par exemple, j'ai une opération que je vais appeler accounts.
Alors ici, il n'y a pas de paramètres. Donc je peux mettre tout simplement le service accounts. Il va me permettre de retourner quoi? Il va me permettre de retourner une liste de comptes. Alors, donc je vais créer un type qui s'appelle bank account. Comme ça. Alors bien sûr, alors bank account, qu'on voit ici, donc c'est un type qu'il faut déclarer. Non, une liste, oui, tout à fait. Alors une liste, pardon. Alors effectivement, si c'est une liste, donc il faut mettre entre crochets. Donc ça, c'est une liste. Alors ce qui fait qu'il faut déclarer le type bank account, c'est un type qu'on va déclarer de cette façon-là. Et après, vous dites, donc un compte est défini par quoi? Alors pour nous, donc un compte, bank account est défini par, il y a l'ID, etc., etc. Donc je vais utiliser donc les attributs suivants. Donc j'ai ID de type. Alors maintenant, GraphQL, il a ses propres types de données. Donc il faut les connaître. Donc string, virgule. Alors j'ai created at. Alors si vous cherchez un type date, vous n'allez pas trouver. Normalement, la date, ça peut être un long. Hein. Vous pouvez la déclarer comme étant un long. Donc je peux utiliser, normalement il y a le type int. Mais généralement, le type int, généralement, il ne supporte pas les grandes valeurs. Donc ici, vous avez le type float. Alors, vous pouvez utiliser le type float pour le moment. Vous pouvez utiliser aussi un string si vous voulez que la date soit un string. Vous avez, dans le bank account, nous avons balance, currency et le type. Alors, balance, currency, type. Alors, balance de type, c'est float. Alors, currency de type string. Et le type du compte, c'est de type string. Type. Voilà, c'est un petit schéma pour le moment. Donc, supposons que j'ai que ça. C'est-à-dire maintenant, je vais implémenter un service qui permet de me donner donc les accounts. On peut l'appeler par exemple account list, par exemple comme ça. Alors, comment implémenter le service? Dans le dossier web, dans le package web, je vais créer une classe que je vais appeler. Donc, je vais l'appeler bank account. Oui, bank account. GraphQL controller. Alors, on va utiliser la notation controller. C'est un contrôleur. Bon, c'est pas un REST controller, c'est un contrôleur dans lequel j'ai besoin d'utiliser donc je peux injecter comme d'habitude. Par exemple, je peux injecter le repository ou bien le service. Tout dépend de maintenant. Je vais injecter l'interface bank account repository qui permet d'accéder à la base de données et faire l'injection via soit constructeur, soit AutoWire. Donc ça, c'est des choses que vous connaissez. Et après, je vais créer une méthode qui permet de retourner la liste. Alors ici, donc, je peux utiliser bank account, c'est l'entité. Ce n'est pas un DTO, c'est directement l'entité pour le moment. Alors ici, donc, la méthode. Alors, si vous voulez utiliser la configuration par défaut, alors la méthode, on va lui donner le même nom parce que vous avez dit que j'ai un service, une méthode qui s'appelle account list. Et bien tout simplement, ma méthode, je vais l'appeler account list, comme ça. Il n'y a pas de paramètres. Et je vais retourner tout simplement bank account repository.findAll. Alors maintenant, ici, je vais utiliser une annotation GraphQL qui s'appelle query mapping. Alors en fait, query mapping, comme vous voyez ici, donc ça c'est du Spring Boot GraphQL. Alors c'est-à-dire, c'est comme si vous les dites, quand on a une requête de type query, ben, c'est-à-dire automatiquement, quand le client demande account list, ben, automatiquement il va exécuter une méthode qui s'appelle account. Ça suppose qu'on a les mêmes noms. Si vous avez des noms différents, il va falloir utiliser une autre annotation au lieu de query mapping dans laquelle on fait le map. On va lui dire ce nom-là, il est mappé vers celui-là. Donc il y a une annotation GraphQL mapping
dans laquelle on peut spécifier les détails. Mais pour le moment, donc je vais utiliser Query Mapping pour faire plus simple. Alors on va tester. Alors pour que en fait GraphQL puisse fonctionner, nous aurons juste besoin dans le fichier Application Properties d'ajouter Spring GraphQL enabled true. Alors GraphQL, il y a un i ici, donc ça c'est pour l'activer. Alors bon, il y a quelque chose qui cloche, donc j'imagine que peut-être il y a quelque chose qui est démarré. Non, mais il n'y a rien qui est démarré. Alors je vais le démarrer. Donc vous voyez, donc Tomcat est démarré sur 80-81 et on peut tester. Alors maintenant notre microservice, donc ça on le sait. On le sait, donc on peut utiliser localhost 80-81. On peut communiquer via REST, ça on a déjà travaillé, mais pour communiquer avec GraphQL, vous allez trouver un endpoint qui s'appelle GraphQL avec i, comme ça. Alors automatiquement, qu'est-ce qu'il fait? Il va vous afficher une page. C'est connu dans pratiquement tous les frameworks. C'est une page qui vous permet de tester votre API GraphQL et dans laquelle on peut faire nos tests comme on veut. Alors ici, donc, il est en train de la charger. Je ne sais pas pourquoi ça prend du temps. Alors par défaut, comme vous remarquez, ici par défaut, il va vers path égale / GraphQL. Ça veut dire quoi ça? / GraphQL. Ça veut dire qu'il va lire le schéma qui se trouve dans quel dossier? Exactement, dans ce dossier-là, GraphQL. Celui-là. Donc, c'est-à-dire si vous avez donné un autre nom, ben, tout simplement, il faut que ça soit précisé ici. Alors, je vais connecter la machine parce qu'il se trouve que cette interface-là, elle utilise Bootstrap, il utilise des fichiers CSS. Ben, il se connecte pour charger. C'est une interface. Voilà. Alors, c'était juste un problème de connexion. Alors, qu'est-ce que vous avez? Vous avez ici un espace dans lequel vous pouvez faire envoyer des requêtes. En fait, une requête GraphQL, c'est une requête de type POST. Toutes les requêtes GraphQL, c'est un POST. C'est un POST dans le corps de la requête. Le corps de la requête. On va mettre soit query, soit mutation. Tout ce qui est query, ça veut dire que je veux consulter. Tout ce qui est la modification, c'est-à-dire update, save, delete, on utilise ce qu'on appelle mutation. Donc query, mutation. Alors par exemple ici, si vous mettez query, d'ailleurs vous allez vous remarquer, c'est parce qu'il a déjà chargé le schéma, vous mettez query comme ça, et vous voyez donc, vous pouvez voir la liste, qu'est-ce que vous pouvez faire. Alors qu'est-ce que je peux faire? Je peux tout simplement afficher account list. Ici il n'y a pas de paramètres, mais quand vous appelez account list, il faut lui dire, il va vous retourner une liste de comptes. Mais quand il retourne la liste de comptes, c'est ça la différence par rapport à REST. C'est qu'avec REST, quand j'appelle la liste des comptes, eh bien, il vous donne tous les attributs de compte. Mais moi, maintenant, il faut mettre entre accolades, et vous lui dites pour chaque objet de ce résultat-là, chaque item, qu'est-ce qu'on veut. Vous voyez? Ici, donc, alors ici, qu'est-ce que je veux? Alors, j'ai un petit souci. Alors, qu'est-ce qui manque? Ah, ces deux points-là, non. Il ne faut pas mettre deux points. Donc, j'appelle account list. Et qu'est-ce que je veux? Il sait qu'il retourne un objet de type account. Alors, qu'est-ce que je veux? Je veux que ID. Donc, supposons que j'envoie la requête, regardez ce qu'il me renvoie. Il me renvoie un objet disant data, mais je vois que pour chaque compte ID. Mais moi, je veux ID, je veux par exemple balance. Donc, je vois le résultat, je vois ID et balance. Donc, voilà, je suis en train de faire une projection. Projection, ça veut dire que c'est le client qui décide quels sont les attributs que je veux récupérer. Alors, je veux balance, je veux created at. Alors ici, donc, vous voyez que pour created at, j'ai ici une exception. Il ne peut pas sérialiser parce que je l'ai déclaré de type date, n'est-ce pas? Et après, l'autre, c'est de type float. Alors, ce qui fait qu'il faut parfois, c'est quand il peut pas affecter.
Donc pour la date, soit que vous passez en int, soit qu'il va falloir passer par parfois les DTO dans lesquels vous adaptez les choses. Mais si vous voulez, le plus simple, si dans votre entité vous utilisez les dates, alors si dans votre DTO au lieu de date, vous pouvez utiliser par exemple le type langue. Alors si votre date est de type langue, bon, je ne vais pas la changer ici, hein. Je la laisse. Je la laisse. Alors ici pour le moment, tout à l'heure, donc je vais revenir sur cette date-là, comment choisir le type adéquat. Alors ici vous avez currency, donc il n'y a pas de problème. Et vous pouvez récupérer, quoi d'autre? Le type. Alors vous avez la liste des comptes. Ok. Alors supposons je veux récupérer un compte. Qu'est-ce que je fais? Je fais copier-coller. Alors j'ai ici, je vais retourner un objet bank account. La méthode, je vais l'appeler par exemple bank account by ID, par exemple. Alors je récupère le ID de type string. Et là, je vais utiliser return. Alors bank account repository.find by ID, le ID. Et après, on va utiliser .or else throw une exception. Alors c'est quoi l'exception? Je vais utiliser new runtime exception. Alors par exemple, ici je vais mettre string.format. Oh, c'est pour string.format account pourcentage S not found. Ici je mets virgule ID. Donc c'est-à-dire si ça existe, il va retourner le compte, si ça n'existe pas, il va générer une exception. Alors sauf que ici le paramètre, pour le paramètre, il faut utiliser la notation argument. C'est un argument. Ah, c'est pas ici. Hein. C'est pas le. Donc vous utilisez la notation argument, voilà. Alors maintenant, pour pouvoir utiliser cette méthode-là, il va falloir faire ce travail-là dans le schéma. Donc c'est-à-dire, il va falloir lui dire, j'ai encore une autre méthode qui s'appelle account by ID. Alors cette méthode-là, elle reçoit un paramètre. Cette fois-ci, donc je mets les parenthèses. Il reçoit un paramètre qui s'appelle ID de quel type? De type string. Et qu'est-ce qu'il va retourner? Il va retourner bank account. Et je teste. Je l'ai appelé bank account by ID. Alors d'ailleurs, vous allez voir que si vous faites ça, si vous chargez le schéma à nouveau, et vous lui dites, je veux appeler, voyez, account by ID, et quand vous dites account by ID, entre parenthèses, vous dites le ID égale. Alors maintenant, ID, il faut mettre un ID qui existe. Donc ici, account list. Je vais retourner que les ID. Alors je vais prendre par exemple ce ID-là. Et je vais demander de m'afficher account by ID. ID égale à quoi? Deux points. CTRL V. Et la même chose, qu'est-ce que je vais retourner à la fin? Je vais récupérer par exemple, je vais récupérer le ID il est là, donc je vais récupérer par exemple la balance, le type et par exemple balance. Alors vous remarquez ici, qu'est-ce qu'il nous retourne? Nul. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pu mapper. Parce que vous lui demandez, je veux ici account by ID. Alors il cherche pour lui dans votre contrôleur.
dans query mapping, il n'y a pas de méthode qui est mappée avec le nom account by ID. Donc, qu'est-ce que je dois faire ici? Donc, je dois prendre ça, copier, coller, parce que ici, donc, c'est account ID. Là, c'est plutôt bank account by ID. Donc, c'est-à-dire, quand vous demandez quelque chose qui n'est pas mappé, vous allez voir, il va vous retourner nul. C'est une exception. En fait, data, account by ID, il vous dit rien, il n'a rien trouvé. Alors maintenant, je vais recharger. Alors vous voyez donc ici, il a souligné en rouge parce qu'il sait que le schéma a changé. Ici, donc ce n'est plus account by ID, c'est plutôt bank account by ID. Alors la même chose, bon, les identifiants, ils ont changé parce que là c'est du UID, donc je vais utiliser, encore je vais recharger account list ID. Alors pour ne pas perdre cette fenêtre-là, donc vous pouvez créer un autre onglet ici, dans lequel vous mettez query. Alors, bank account by ID. Alors, c'est quoi le ID? C'est cette valeur-là. C'est quoi ça? Qu'est-ce que j'ai... Ah, j'ai fait... Ah, donc j'ai mal... Donc, c'est pas ça. Alors, j'ai pas copié le ID, c'est ça le ID. Alors, la valeur, c'est double quote, machin. Vous n'avez pas de problème. Alors, ici, donc, qu'est-ce que je vais récupérer? Je vais récupérer donc le currency, je vais récupérer le type et balance. Alors, ici, donc, j'arrive à consulter le compte. OK? Alors, ça, c'est pour les queries. J'ai fait un query pour récupérer une liste d'objets. J'ai fait un query pour récupérer un objet sachant son ID. Donc, on va essayer de voir le cas de mutation. Mais avant de voir mutation, vous allez voir le cas des exceptions. Alors, supposons que je demande un compte qui n'existe pas. Alors, vous allez remarquer que par défaut, donc vous allez remarquer que par défaut, donc vous voyez donc GraphQL, il vous retourne soit, regardez, il vous retourne soit un data, c'est-à-dire il y a des données, soit qu'il vous retourne un objet qui contient des erreurs. Alors c'est quoi l'erreur? Ici le message, ici vous lisez le message, vous n'allez pas trouver le message de votre exception, ce qui n'est pas bon. Ça veut dire que normalement votre interface UI, il a besoin de récupérer le message de l'exception. Donc c'est-à-dire que par défaut, quand il y a une exception qui est générée au niveau du métier, GraphQL, il sait qu'il y a une exception, il retourne une erreur avec un message standard comme ça. Alors maintenant, qu'est-ce que je dois faire pour mapper cette exception? Pour plutôt récupérer le message d'exception. Donc si vous voulez faire ça, il va falloir ajouter ce qu'on appelle un handler d'exception. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout simplement, je vais créer, dans mon service, je vais créer un package que je vais appeler par exemple pour la partie de gestion des exceptions, un package quelconque, dans lequel je vais créer une classe, un handler d'exception. Alors en fait, un handler d'exception type, c'est celui-là. Je vous montre un peu comment faire les choses. Bon, bref, donc il suffit de créer une classe qui hérite de la classe Data Feature Exceptional Resolver Adapter, donc un adaptateur du handler d'exception. Et après, vous allez redéfinir, redéfinir la méthode. Alors, resolve to single error. Bon, donc cette méthode-là, resolve to single error, et c'est une méthode qui va retourner un objet de type GraphQL. Vous mettez return new GraphQL, c'est une interface. Alors donc GraphQL error, donc vous voyez donc il y a get message
C'est-à-dire vous indiquez, parce que quand il y a une exception qui se produit, GraphQL, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle cette méthode-là, ben, il récupère un objet, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, il récupère un objet de type GraphQL error, et quand il récupère cet objet-là, il appelle la méthode getMessage. Donc, c'est cette méthode getMessage qui lui donne ce message. Et après, il peut appeler, vous voyez donc, il y a getMessage, il y a également les locations. En fait, locations, dans lequel il vous indique la ligne, etc., où s'est produite l'erreur. Et après, vous voyez donc les extensions. Donc, ce qui fait que ici, vous allez dire tout simplement, ben, vous dites pour moi getMessage au lieu de retourner, parce que par défaut, ça retourne nul. Au lieu de retourner nul, vous avez ici l'exception que vous voyez là. Donc, je vais lui dire, je vais retourner exception.getMessage. Donc, c'est-à-dire, c'est votre exception métier. Donc, je prends son message, c'est celui qu'il va envoyer au client. Alors, après getLocation, je ne vais pas l'utiliser, donc je vais laisser nul. La même chose pour get le type d'erreur, etc. Donc, pour le moment, ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est pas compliqué. Donc, ça, c'est une classe que vous mettez, et après, c'est suffisant. Il y a un point virgule qui manque ici. Donc, c'est suffisant pour créer un handler d'exception. Il existe plusieurs façons, mais j'ai trouvé que c'est la façon la plus simple, c'est celle-là. Donc, c'est-à-dire vous créez un handler qui marche quelle que soit votre exception. Donc, à chaque fois qu'il y a une exception métier, donc là, on retrouve notre message comme on le souhaite. Alors, si je recharge, bon, je n'ai pas besoin de... Quand est-ce qu'on a besoin de recharger le schéma? Quand on change le fichier GraphQL. Mais là, je n'ai pas changé, donc je n'ai pas besoin de... Alors, si vous faites maintenant ça, vous voyez ici, cette fois-ci, je vois account AA not found. Bon, ça, c'est juste un petit détail. Donc, la gestion d'exception nécessite de créer un handler d'exception qui vous permet de résoudre ce problème. On a réglé le problème des exceptions une fois pour toutes. Donc, ça, c'est une classe comme celle-là suffisante pour... il ne faut juste pas oublier que ça doit être un component. Ou bien un service, mais généralement, on va utiliser component. Alors, supposons maintenant, je veux créer une méthode qui permet d'ajouter un compte. Alors, ça veut dire que dans mon contrôleur, ben, je vais créer une méthode qui permet de retourner un compte, donc bank account. Je vais l'appeler par exemple add account et qui reçoit. Alors, tout dépend, qu'est-ce que vous voulez recevoir au moment de la création. J'ai besoin de recevoir, par exemple, supposons, bon, vous pouvez faire plus simple dans un premier temps, vous mettez bank account, ou plutôt vous utilisez des paramètres, allez, bank account, comme ça, on va le laisser, donc bank account, et voilà, et on va d'abord utiliser bank repository.save bank account, et on va utiliser return. Alors, pour mapper cette méthode-là, il faut utiliser d'abord c'est mutation mapping. Alors, toutes les opérations de modification, c'est mutation. Et en même temps, ici, il faut utiliser argument. OK? Alors, vous allez voir, il y a quelque chose qui manque. Et après, maintenant, il va falloir déclarer cette méthode-là dans le schéma. Alors cette fois-ci, on va créer un type mutation, voilà, dans lequel on va créer une méthode qu'on va appeler add account, qui reçoit un paramètre de quel type? Alors bank account, j'utilise le même nom de l'attribut, de quel type? De type bank account. Et quand vous cherchez là, en fait, si dans une méthode, vous voulez transmettre un objet, notamment dans une méthode, que ce soit dans query ou bien dans mutation,
ben, il faudrait que cet objet-là soit déclaré comme étant un objet de type input. Donc, c'est-à-dire, si vous voulez, en réalité, parce que les inputs, c'est-à-dire les inputs, c'est des TO, généralement, n'est-ce pas? Donc, moi, il faut les déclarer. Comment on va faire? Ben, supposons, je vais lui dire bank account de type, par exemple, supposons, je vais l'appeler bank account DTO, par exemple. Et qu'est-ce qu'il va me retourner? Il va me retourner bank account. Alors en fait, bank account DTO, donc je ne vais pas utiliser type. Je vais utiliser input, tout à fait. Input. Alors bank account DTO. Alors je sais que pour en fait bank account DTO, en fait je n'ai pas besoin d'envoyer le ID, j'ai juste besoin d'envoyer quoi? Le solde initial et currency et le type. Donc je vais prendre que ces trois attributs-là. Voilà. C'est bon? Alors maintenant, vous avez un type ici. Donc, alors ce qui fait que dans mon contrôleur, alors ici, donc je ne vais pas récupérer un objet bank account. Je peux l'utiliser. Mais si vous voulez être en conformité, il vaudrait mieux créer un objet bank account DTO. Alors pour créer un objet bank account DTO, parce que je vais faire plus simple, je vais utiliser donc une classe comme un record, par exemple, c'est plus simple, c'est plus rapide. Donc je vous rappelle que dans Java, donc un record, c'est en fait c'est un objet qui est immutable, dans lequel vous spécifiez tout simplement les paramètres du constructeur, les paramètres dont on a besoin. Donc balance. Alors de quel type balance? C'est de type double, balance, virgule, balance, virgule, type, de type. Alors je peux utiliser string si je veux. Ah pardon, alors là il faut être string. Et après l'autre c'est quoi? Type. Alors bank account, string type, et après string quoi d'autre? Currency. Merci. Il faut mettre account DTO, mais c'est pas ça l'erreur. Donc déjà il faut, oui c'est ça. Bank account DTO parce que bank account c'est déjà créé. Alors en fait, ça revient, comme je disais, donc ça revient à créer une classe avec les getters, avec la notation de data, etc. Donc vous pouvez bien créer donc le. J'ai déjà parlé de ça la semaine dernière. Parce que d'habitude, pour créer ce genre de classe, qu'est-ce que vous faites? Vous créez une classe qui s'appelle bank account DTO, dans laquelle vous déclarez les attributs. Bon, les attributs, donc, je nomme les attributs. Donc, string type. Alors, vous mettez ici private, double, balance, et point virgule, string, currency. Mais après, vous ajoutez les annotations lombok, data, no R constructor, etc., etc. Bon, là, ça marche, il n'y a pas de problème. Alors, sauf que ici, donc, j'ai ça. Au lieu d'écrire ce code-là, ok, créer une classe avec les getters, etc. Dans Java, notamment dans les versions de Java plus récentes, donc vous pouvez utiliser le type record. Parce que le type record, c'est quelque chose qui n'existait pas Java 8, Java... Hein?
C'est à partir de Java 14. Donc, c'est-à-dire si vous n'avez pas Java plus que 14, ben, vous utilisez tout simplement une classe comme ça. Bref, donc ça, je le mets en commentaire. Je suppose que ici, j'utilise Java... Je sais pas quoi. Moi, j'ai Java 17, donc ça passe, il n'y a pas de problème. Alors, donc, ça, c'est en fait ici. Donc, qu'est-ce qu'on va récupérer là? Donc, on va récupérer quoi? C'est bank account DTO. Alors, bank account. Alors, comment on avait appelé ce paramètre? Mutation. Donc, ici, je l'ai appelé bank account. Alors ici, donc, je vais utiliser bank account. C'est la même chose. C'est un input. Alors ici, donc, si vous vous rappelez la dernière fois, on a déjà créé en réalité bank account DTO. Oui. On a déjà créé un objet bank account request DTO. On ne va pas réinventer. Vous avez balance, currency, type. OK? Donc ça veut dire que ici, dans ma classe ici, au lieu d'utiliser ici bank account DTO, je vais utiliser bank account request DTO. Et donc celui-là, je n'ai plus besoin. On est d'accord? Et comme ça, on peut profiter du service. Si vous vous rappelez, on a déjà créé un service qui permet de mapper l'objet DTO vers l'autre. Et bien tout simplement, j'ai déjà créé un service implémentation, dans lequel j'ai la méthode add account. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a créé, donc on va l'utiliser. Et pour l'utiliser, donc on va injecter notre service. Donc account service. Et comme ça, je fais simplement donc account service.add account. Je prends bank account. Alors, seul problème ici, donc ça retourne quoi? Ça ne retourne pas bank account, ça retourne bank account response DTO. Donc, je vous rappelle ça, on l'a déjà fait dans le REST. Vous voyez, donc dans le REST, vous avez la méthode save, il fait la même chose. Si vous remarquez, c'est quoi la différence en ça? Ça, vous avez post mapping. Et dans le GraphQL, vous avez mutation mapping. Là, vous avez argument et l'autre, vous avez response value. C'est à peu près, donc Spring, il reste toujours sur cette même logique. Bon, bref, donc ça, c'est pour créer une mutation. Alors, je recharge le schéma. Alors, je laisse ça, c'est pour les queries. Et celui-là, c'est pour mutations. Alors, maintenant, si vous voulez envoyer une requête, faire une méthode. Normalement, il faut envoyer une requête avec post. Dans le corps contient mutation. Alors ici, donc, il y a une seule mutation que j'ai, c'est bank account, add bank account. Qu'est-ce qu'on va lui donner comme paramètre? C'est un objet. Donc bank account, de quel type? Je n'ai la valeur, c'est un objet, n'est-ce pas? Donc j'ouvre les accolades. Qu'est-ce que je vais envoyer? Le type. Donc c'est save in account. Balance 4000 et currency égale par exemple USD. Donc et après qu'est-ce qu'il va nous retourner? Il n'y a pas de deux points. Alors cette méthode là elle va retourner un résultat. Moi qu'est-ce que je veux? Je veux récupérer le ID du compte qui est ajouté, je veux récupérer son type et je vais récupérer c'est-à-dire balance. Okay. Alors ouais, donc j'envoie ici mutation, il a été ajouté. Voilà, donc le compte a été ajouté, donc sans problème. Ok.
Alors si vous regardez dans... Je n'ai pas besoin d'aller jusque-là. Hein. C'est-à-dire vous faites ici account list et vous mettez ici balance. Vous voyez que le dernier compte qui a été ajouté, vous avez le ID et balance c'est 4000. C'est clair? Alors maintenant, généralement, les bonnes pratiques, parce qu'après vous allez créer la partie front avec... vous allez créer la partie front avec Angular ou peut-être une application mobile, etc. Donc généralement, les requêtes query, les requêtes comme ça, query, mutation, on va le voir après quand on va montrer ça avec par exemple Angular, c'est des requêtes qu'il faut stocker dans un fichier. Comme ça par exemple avec Angular, quand vous voulez envoyer la requête, vous lui dites tout simplement j'envoie c'est des requêtes. Donc par exemple, et comme c'est des requêtes qui sont paramétrées, ok, alors généralement au lieu d'écrire ça, mutation comme ça, qu'est-ce que je vais faire? De préférence d'écrire mutation. Add mutation, c'est une requête qui a deux paramètres. Qu'est-ce qu'il reçoit comme paramètre? Il reçoit le type. Pour utiliser des variables, on va utiliser $. J'ai le type de type string, virgule B de type float et quoi d'autre? Currency, C de type string, voilà. Ici, au lieu d'utiliser save in account, je vais utiliser $. Au lieu de 400, c'est $B. Et là, au lieu de USD, donc je vais utiliser $. Ben, ça, c'est bien. Ça, c'est une requête. C'est une requête paramétrée, d'accord? Alors maintenant, mais si vous faites envoyer, il va vous dire où sont les valeurs, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que ici, pour faire le test, vous avez ici en bas, vous avez variable. Remarquez ici un espace, c'est-à-dire avant d'envoyer la requête, il faut définir la valeur de ces variables T, B et C. Alors pour cela, il suffit de mettre les accolades, comme ça. Et d'ailleurs, vous voyez qu'il reconnaît les paramètres. À quoi est égal T? T par exemple, c'est le type, c'est current account, virgule, à quoi est égal B? Par exemple 3000. Et C, de type par exemple MAD par exemple. Alors si vous faites ça, c'est la même chose, ça marche, pas de problème. Mais sauf que ça c'est bien, pourquoi? Parce qu'après ces requêtes-là, une fois que vous les testez, généralement on fait CTRL-C, on va le mettre dans un fichier, parce qu'après par exemple dans Angular, on aura un fichier qui s'appelle query.typescript, dans lequel chaque requête, je vais la stocker dans une variable, une constante, et comme ça c'est plus simple de gérer. En tout cas, bon, vous savez maintenant comment tester en utilisant des paramètres. Alors j'aurais pu faire la même chose ici. Ici, il n'y a pas de paramètres, mais on peut toujours utiliser des paramètres. Bon, ça c'est quelque chose qu'il faut savoir. Alors si vous voulez envoyer des headers, vous pouvez les envoyer ici. Donc ça c'est pour tester notamment quand il y a la sécurité, vous envoyez par exemple, authorization ou des trucs comme ça, vous le faites. Est-ce que c'est clair? Alors ici, donc, vous avez l'idée principale, comment créer un query, comment créer une mutation. Alors je vais juste ajouter, par exemple, faire update rapidement. Bon, update, on a déjà fait dans le contrôleur ici. Alors put mapping, vous voyez donc, si vous rappelez put mapping, on l'a fait de cette façon-là. On peut reprendre le même mécanisme si vous voulez. Alors donc on va rapidement faire une mutation. Et je fais copier-coller. Voilà. Et je vais utiliser update count. Alors pour changer les choses, donc je peux utiliser les DTO, ok. Je vais utiliser donc update, sauf que ici donc dans mon bank account, donc ici donc je vais envoyer deux paramètres. Le premier c'est celui-là et le deuxième c'est quoi? C'est string ID.
Alors ici, donc, je vais également utiliser argument. OK. Parfait. Alors, je me demande, est-ce qu'on ne peut pas utiliser la même méthode, cette méthode-là? Add account, bon, de toute façon, c'est pas la même chose. Alors, on va faire copier-coller, CTRL-C, CTRL-V. Ici, on va mettre update account. OK? Oui, update account. Alors ici, sauf que cette fois-ci, on va récupérer ça plus le ID. Et du coup, donc le ID, ce n'est pas UUID, c'est quoi? C'est le ID. Created at, etc. Donc tout ça, c'est réglé, c'est réglé, c'est réglé, c'est réglé. Et là, ça marche, pas de problème, ça devrait marcher. Et cette méthode-là, il faut qu'on l'ajoute à l'interface. Et pour l'ajouter à l'interface, vous savez qu'ici, il vous dit pull, méthode, etc. dans l'interface. Automatiquement, il va nous ajouter ici la méthode à l'interface. Donc nous avons ici dans l'interface add account et vous avez update account. Donc finalement, donc c'est la solution peut-être le plus correcte. Alors ici, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va juste appeler point update account. On va lui donner le ID et bank account. Donc normalement, ça c'est le DTO. Donc update account. Alors maintenant, cette méthode-là, il va falloir la déclarer. Dans quelle partie? Mutation. Alors ici, donc, j'ai ID de type string et j'ai bank account de type bank account DTO. Merci. Bank account DTO. Update. De quel type? Alors ça retourne quoi? Ça retourne bank account. Alors tout à l'heure, si vous remarquez bank account, mais en réalité, ça ne retourne. Donc ça retourne bank account, oui. L'espace DTO, mais ici on n'a pas créé bank account. Ça suppose qu'ici on a utilisé ce type-là. Il n'y a pas de problème. Ça marche. Alors par l'occasion, donc je vais ajouter une méthode qui permet de supprimer un compte. Alors pour supprimer un compte, c'est pareil. Donc je fais mutation, delete account. Alors ici il n'y a pas de paramètres, je mets un void. Je reçois que le ID. Ici donc je vais faire directement dans le repository pour faire plus vite. Donc je fais delete by ID. Voilà. Ça c'est pour supprimer. Et cette méthode-là, il faut l'ajouter au schéma. Alors delete account, ID de type string. Alors le type. Qu'est-ce qu'on retourne? On retourne rien. C'est quoi rien? Alors, je me rappelle même pas qu'est-ce que je fais pour les méthodes de type void. Vous me dites qu'est-ce que je dois faire?
Alors, dans cet exemple-là, je n'ai pas implémenté un delete, machin, quelconque comme ça. Ben, je voulais, de toute façon, le temps presse un petit peu. Je vais utiliser une solution. Après, vous me dites ce que je dois faire. Alors, voilà ce que je vais faire. Donc, je vais retourner un booléen. Pour changer un petit peu. Et dans mon contrôleur, 2 points. Ah, allez-y. كيفاش nul. Vous voyez les types que donc soit يعني في GraphQL. Vous voyez donc soit boolean, soit string, soit float, soit ID. En fait, ID s'il est utilisé pour les ID généralement. Donc c'est-à-dire ce qu'on a fait tout à l'heure pour ID au lieu de string, on peut utiliser ID, ça marche également. Oui. Donc ici, donc je vais utiliser un booléen. Mais il faut changer ici, donc vous utilisez ici un booléen. Et si ça marche, vous mettez true. S'il y a problème, vous mettez false. Par exemple, c'est une implémentation, mais vous pouvez, si vous laissez void, on peut tester, mais en tout cas, je vous laisse tester vous-même. Alors c'est pareil ici, donc je vais utiliser, au lieu de add account, je vais utiliser update account. Et pour faire update account, j'ai besoin de récupérer la liste des comptes. Je vais mettre à jour ce compte-là. Alors qu'est-ce que je vais lui donner comme ID? Donc ici les variables déjà, parce qu'en fait update, on a besoin de transmettre quoi? Il y a bank account et ID. Bon, à nouveau, donc vous avez un paramètre que vous allez ajouter ici, que vous allez appeler par exemple $ID de type string. Et vous mettez ici $ID. Et là, vous envoyez, il faut envoyer également le ID. Alors, c'est quoi le ID? Donc, je vais mettre la valeur que j'ai copiée. Voilà. Alors, ça, je fais update. Alors, ici, donc, j'ai mis à jour mes données. Alors, on va vérifier ici. Donc, je vais changer balance, par exemple. Alors, si je consulte, je vois que la balance a changé. Et le dernier, donc, c'est pour supprimer. Donc, je vais ajouter, ici, je fais mutation, delete account. Qu'est-ce qu'on va envoyer comme paramètre? C'est ID. Donc, je vais garder le même ID que j'ai copié. Et qu'est-ce que je vais retourner? Alors, vous voyez donc ici, comme ça retourne un type primitif booléen, donc c'est-à-dire ça va vous retourner soit true ou bien false. Alors ici donc ça retourne true. Mais après donc si vous mettez, j'ai envie quand même de tester parce qu'il ne faut pas laisser. Alors si vous mettez ici void, et là vous mettez rien, et là qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas mettre ça. Alors si vous mettez un string, donc est-ce qu'un void va être mappé en string? Alors je vais afficher
je prends le ID, je supprime, delete account. Vous voyez donc, c'est-à-dire void, il devient nul. Mais après, ce qu'il a été vraiment supprimé, vous voyez donc ce ID-là, le premier avec la balance, etc. Si je fais afficher, il a été supprimé. Voilà, le premier, ça devrait être celui-là, donc il a été supprimé, pas de problème. Donc, c'est-à-dire si vous laissez donc void et après vous mettez string, quand il ne mappe pas, il va retourner nul. Bon, de toute façon, quand vous utilisez void, c'est-à-dire que le retour ne vous intéresse pas. De toute façon, le retour, ça peut être soit un objet, soit un type primitif, soit nul. Nul, c'est-à-dire il ne vous a rien retourné. C'est clair? Le dernier point, c'est les relations. Alors, pour tester, je vais tester le cas. Alors, supposons maintenant un compte appartient à un client. Donc, je vais créer une entité customer. Alors, ici, donc, un client est défini par son ID, de type long, par exemple, par son nom, string name. Et après, un client peut avoir plusieurs comptes. Donc, si j'ai une relation de type une liste, bank accounts. Alors ici, donc, c'est une entité, un constructeur sans argument, un constructeur avec argument. Quoi d'autre? Un constructeur sans argument. Qui montre la notation? Data et builder. Alors ici, donc, je vais utiliser la notation ID, generated value, stratégie, identité. Et là, je vais utiliser quelle annotation? One to many. Et après, ici dans bank account, je vais utiliser many to one. Alors, un compte appartient à un client. Ici, customer. Et je dois mettre ici many to one. Alors, comme c'est une association bidirectionnelle, alors ici, donc, je vais utiliser mapped by customer. Voilà. Alors, ici, je vais ajouter l'interface customer repository. Donc, customer repository extend. Ici, donc, c'est customer. Le ID il est de type long. Je ne mets rien ici. Ça, je n'ai pas besoin. Bref. Donc, j'ai une interface pour gérer les customers. Alors, dans mon application, je vais créer des comptes et des clients. Donc, au niveau de l'application, je vais commencer d'abord par créer un certain nombre de clients. C'est-à-dire, je vais utiliser par exemple stream of. J'ai un client Mohamed. J'ai Yassine. Et etc. Hana. Iman. For each. Pour chaque customer C. Alors ici, donc, je vais injecter le repository qui est customer repository. Et je vais utiliser customer repository. Save. Ok. Quoi? Je vais créer un customer. Alors, customer égale, je vais utiliser le builder. .builder.build.
et je vais utiliser tout simplement cette name. C'est quoi c'est? C. Et après je fais save customer. Donc dans ma base de données, je vais insérer quelques clients, ok? Et après pour chaque client, je vais insérer des comptes. Donc je vais utiliser donc customer repository .find all for each pour chaque customer. Je vais prendre ça, CTRL X, CTRL V. Donc pour chaque customer, je vais créer des comptes. Et là, qu'est-ce que je vais ajouter ici? Je vais lui associer point customer. C'est quoi customer? C'est customer. Donc ici, donc, je vais ajouter, j'ai des clients et pour chaque client, j'ai ajouté combien de comptes? 10. Alors ça, c'est pour juste avoir une relation one-to-many bidirectionnelle. Alors techniquement parlant, nous avons une base de données, localhost 8081 /h2console. Alors comment s'appelle notre base de données? Alors BankDB, je vais voir. C'est AccountDB. Alors nous avons customer. Vous voyez donc nous avons 4 customers et après nous avons bank account. Tu vois? J'ai des comptes pour ça c'est pour customer 1, customer 2, customer 3. Parfait. Alors maintenant pour notre API GraphQL. Voilà. Alors bien sûr, quand vous lui demandez de faire un query sur le account list. Vous voyez? Donc account list, vous avez un compte, vous avez le ID balance, bon il n'y a pas de problème, il s'en fout. Quand vous lui dites déjà bon, normalement avec REST vous aurez un problème d'une boucle infinie, n'est-ce pas? Oui, c'est sur GraphQL, vous n'avez pas ce problème-là. Donc c'est-à-dire je lui demande, je veux ID et la balance. Là, je n'ai pas le customer. Maintenant, je veux lui demander si je veux le customer. Alors, il faut ajouter dans le schéma. Et pour ajouter dans le schéma, ben, il faudrait déclarer un type customer. Et je sais qu'un customer est défini par ID de type string, name de type string. Alors, si vous voulez, de type long, pardon. Alors, type long, vous utilisez. Vous allez, si vous mettez int, mais comme long int, mettez float. Là, il y a un type long, s'il veut être mappé en int, vous pouvez. Le type long, il est plus grand. C'est-à-dire, type int, c'est 32 bits, type long, c'est 64 bits. À float, il le fait sur 64 bits. C'est-à-dire, ça marche pour les types longs. Sinon, vous mettez ID. Comme ça. ID, c'est-à-dire c'est un identifiant. Et là, vous êtes tranquille. Ça marche également. Alors maintenant, notre compte ici, regardez. Regardez. Un bank account. On va lui associer un objet de type customer. De quel type? Type customer. Et customer lui-même peut avoir une liste de comptes. C'est à vous de dire. Alors ici, donc, je vais l'appeler ici bank accounts. Ici, vous mettez, c'est un tableau de bank account. Alors remarquez, c'est ce que vous avez fait dans les entités. Vous reproduisez le même modèle, sauf que ici vous reproduisez le même modèle que vous voulez projeter la partie cliente. N'est-ce pas? Parce qu'après, par la suite, des objets, ils deviennent, par exemple, Angular, c'est le modèle, en quelque sorte.
Alors si vous le laissez comme ça, et vous rechargez, et vous aurez quelque chose d'intéressant. Alors regardez bien. Je lui dis, je veux la liste des comptes. Ok? Bon, je veux ID, machin. Je veux également Customer. Mais qu'est-ce que je veux dans Customer? Vous ouvrez encore la collage, je veux que Name. Regardez ce qu'il vous donne. Customer, Name. Je veux... alors, etc. Donc, alors maintenant, si vous voulez encore, dans Customer, vous voulez encore les comptes. Bank Accounts. Et Bank Account, c'est un objet. Vous lui dites, je veux que le ID. Regardez. J'ai ici Customer Mohamed, Bank Account, voilà ses comptes. Il a 10 comptes. Donc, il n'y a pas de dépendance cyclique. C'est-à-dire, vous lui dites ce que vous voulez, il vous ramène ce que vous voulez. Bon, ça, c'est l'un des points forts de GraphQL. Pas de souci. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais ajouter une méthode qui permet de consulter Customers. J'ai ici Customers, comme ça, qui permet de retourner une liste de Customers. J'implémente cette méthode dans GraphQL. J'ai tout simplement une méthode qui permet de retourner une liste de Customers. Vous injectez Customer Repository. Et là, vous retournez Customer Repository.find all. Et là, vous mettez quoi? Query mapping. Et la vie est terminée. Alors, c'est juste pour vous dire qu'en fait, à un moment donné, vous pouvez sembler déclarer ce méthode, mais en réalité, dans la production, quand vous commencez à prendre l'habitude, c'est très rapide d'ajouter vos méthodes. Il n'y a pas de... Alors ici, donc, qu'est-ce que je peux faire ici? Donc, je peux faire également, je vais charger le schéma. Donc, Customers. Alors, qu'est-ce que je vais dans Customers? Donc, je veux le ID et je veux Name. Donc, j'ai Customers. Mais pour chaque Customer, maintenant, si vous voulez, pour chaque Customer, vous voulez le account. Vous dites Bank Account. Mais qu'est-ce que vous voulez dans Bank Account? Je veux que la balance. Oui, donc ici, donc j'ai le Customer Bank Account. Il a des comptes. Chaque compte, je veux son ID. Je veux son type. Et la balance. OK? Est-ce que vous avez compris l'intérêt de GraphQL? Donc GraphQL, est-ce que vous avez compris que GraphQL, c'est plus optimisé que REST? Parce qu'en fait, le client, c'est à lui de spécifier ce qu'il veut comme ressource. Et comme ça, dans la partie, par exemple, UI, ou bien la partie mobile, c'est très bien. Donc, c'est-à-dire pour la partie UI, avec GraphQL, vous êtes sûr de récupérer que les données dont vous avez besoin. Et ça, vous pouvez même le faire pour le client. L'interface, vous donnez la possibilité au client final, c'est lui qui spécifie quand il veut afficher un tableau. Il peut activer des colonnes, désactiver. C'est-à-dire, c'est à lui de spécifier quelles sont les données qu'il veut afficher. Parce que tout ça peut se faire. Alors, j'aurai l'occasion de, quand on va faire un retour sur Angular, donc voir comment interagir avec les GraphQL API. Mais ça dans les prochaines étapes. Alors que maintenant, si vous revenez vers, si vous rappelez votre REST API, localhost 8081, si vous lui demandez API/bank accounts, c'est quoi ça?
Bidirectionnel, donc il vous retourne déjà un compte. Pour chaque compte, il y a un client. Client, il y a une liste de comptes. Dans le compte, il y a des clients. Donc ici, vous avez déjà planté votre... Donc ça ne se termine jamais. Et après, vous allez voir, il y a une exception qui est générée. Alors, vous voyez donc cette exception-là, ce genre d'exception. Il vous dit que... Vous voyez, donc c'est une boucle infinie. Client fait appel à count. Count fait appel, c'est dans la sérialisation de Jackson. Et pour éviter ce problème-là, donc premièrement, vous serez obligé de passer vers soit les DTO, soit vous commencez à aller vers par exemple, Customer. Et Customer, vous lui dites, ça, s'il te plaît, quand je Customer, je vais utiliser JSON Property. Et je vais utiliser Access Right only. Mais le problème, si vous faites ça, bon, déjà pour GraphQL, s'en faut. C'est-à-dire ce que vous venez d'ajouter là, ça concerne REST. Mais ça ne concerne pas GraphQL. Ça veut dire que, ici maintenant, si je reviens ici, ça va marcher pour REST, parce qu'il vous dit Customer, n'est-ce pas? Mais par contre, pour GraphQL, c'est ça. Alors GraphQL, ça change rien. C'est-à-dire, je peux lui donner, je veux Customers, et pour Customer, je vais Bank Account, il vous donne Bank Account. Vous ne voulez pas les comptes? Ben, ne le demandez pas. Vous avez ça. Et si vous dites, je veux Customer avec ces comptes, et pour ces comptes, je veux que la balance, donc il vous donne. Voilà. Alors je pense que j'ai fait un tour l'essentiel. Bon, c'est vrai, bon, peut-être c'est mal organisé, mais je pense avec les connaissances que vous avez. Donc maintenant, il va falloir compléter ce microservice. Donc maintenant, vous avez un microservice qui a deux connecteurs. Un connecteur REST et un connecteur SOAP, GraphQL. Donc dans les prochaines TP, donc, nous allons voir comment ajouter SOAP et gRPC. Et comme ça, vous allez, techniquement parlant, ça y est, vous savez comment vraiment, en fonction des projets, parce qu'il y a des projets là, il y en a ceux qui travaillent avec, en back-end, ils font communiquer avec gRPC. En UI, c'est GraphQL. Oui. Et avec des clients bien précis, des shops qui utilisent SOAP, qui vous imposent, il faut créer un autre service SOAP. Donc, ça dépend des projets. Donc, ça veut dire que, globalement, je suppose que ces quatre technologies-là de middleware, c'est très important, il va falloir les maîtriser. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Lorsqu'on utilise GraphQL, on n'est pas obligé l'utilisation de DTO n'a aucun... Oui. Alors, quand vous utilisez GraphQL, l'utilisation de DTO, c'est pas obligatoire. Vous pouvez utiliser les mêmes entités, il n'y a pas de souci. D'accord? Sauf qu'il y a des cas, il y a l'input. L'input, tu ne vas pas utiliser des entités qui ont des 50 attributs pour obliger la requête à envoyer. Oui. Donc, ce qui fait que les inputs, généralement, comme on vient de voir ici, donc, vous voyez, donc ça, c'est un input. Okay. Alors, les inputs, c'est bien de garder que les attributs dont on a besoin. Si vous voyez que vous avez besoin des mêmes attributs, vous utilisez la même entité, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, vous utilisez donc le même type. C'est-à-dire, j'aurais pu utiliser Bank Account comme ça. Mais maintenant, si vous voulez rester dans les normes, ben, les DTO sont toujours là. C'est-à-dire faire le mapping dans les bonnes pratiques, séparer toujours les entités des DTO, même s'il s'agit de GraphQL. Sauf qu'avec GraphQL, vous avez cette souplesse de se balader dans les données comme vous le souhaitez. Oui? La différence entre l'utilisation de
projection et l'utilisation des VTO. Je peux différencier. Alors, l'utilisation des projections et les DTO. Alors, si vous utilisez Spring Data REST, les projections, d'abord, premièrement, elles vont servir que pour la consultation. Quand vous faites select, n'est-ce pas? C'est-à-dire, je consulte avec cette projection, donc je sélectionne, donc je peux spécifier, je veux le résultat avec cette projection. Donc, Spring Data REST, il utilise un mécanisme qui tente de s'approcher de GraphQL. Donc, il vous retourne les données. Mais le problème, c'est que maintenant, avec les projections, quand vous utilisez une projection, le client n'a pas la main sur la projection. Et la projection fait 3 attributs, donc il te donne 3 attributs. Je ne peux pas lui donner, je vais utiliser cette projection, mais je veux qu'un attribut. Ça, avec REST, on ne peut pas le faire. Mais on peut le faire avec GraphQL. Alors maintenant, les DTO, c'est-à-dire si vous utilisez parce que quand vous utilisez Spring Data REST, tu ne peux pas utiliser les DTO. Parce que Spring Data REST, il utilise les entités. Donc c'est la seule solution pour pouvoir, c'est d'utiliser les projections. Mais si tu utilises un REST controller, ben, il faut utiliser les DTO. Donc c'est les DTO, c'est pour le REST controller. Et pour Spring Data REST, tu as les projections pour régler soi-disant le problème. Mais chaque chose a ses propres limites, mais je vous recommande d'ici la semaine prochaine de travailler bien ce cas-là. Il y a 2 parties, il y a la partie REST, la partie GraphQL, parce que la prochaine fois, on va commencer à rentrer un peu sur les architectures microservices avec Spring Cloud. Ben, c'est tout. Est-ce qu'il y a une autre question? Vous attendez, je voulais discuter avec vous rapidement un sujet.